J'ai une tenue qui me tient beaucoup à cœur, que je garde jalousement, que j'ai reçue de ma mère. Parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc le jour où je suis allée la rendre visite, c'était à Addis Abeba en Éthiopie, au mois de septembre 2010. Elle m'a donné cette tenue et elle m'a dit d'en prendre soin. C'est une robe traditionnelle, confectionnée par les gens qui habitent à Addis Abeba. Donc c'est une robe en coton, un peu dorée, avec des broderies, deux lignes en bas et en haut un peu entrecroisé au milieu et qui fait le tour aussi de le haut de la taille. Les gens ils reconnaissent facilement les vêtements qui viennent de cette partie de l'Afrique. Tout ce qui est broderie, ce sont des gens qui le font traditionnellement. Voilà, c'est une robe qu'ils portent là-bas pour des grandes fêtes, pour des grandes occasions. Et ils font une cérémonie de café aussi. Quand ils font le café, généralement, ils portent ces vêtements. Moi, ma mère, quand elle se réveille le matin, elle fait le café, elle se réveille avec la prière et ça fait partie de la tradition, faire des cafés, offrir aux voisins. Voilà, c'est une robe Made in Éthiopie, Addis Abeba. Ce vêtement, ça s'appelle un gabi. Ce sont des gens, ils le portent quand il fait froid et pour aller peut-être à l'église aussi. Et c'est brodé tout le long. Lorsque une personne est décédée, il est porté à l'envers. Il est porté avec la broderie sur la tête et un peu les lisières un peu tombantes, en signe de larmes. Souvent, les personnes âgées aussi, ils le portent pour aller à l'église. Quand les religieux ils restent dans des grottes là où il fait froid, souvent ils portent ce genre de tenue. Voilà. C'est un tissu africain qui vient du Mali. Ça s'appelle un vax. Mes parents habitent à Yélimane. Yélimane, c'est une petite ville. Et le village d'où mes parents y viennent, d'où le tissu même y vient, il s'appelle Nyogomera. Et Nyogomera, il est à 7 km de Yélimane, la ville la plus proche. Ça s'appelle le doroké. C'est ce que la femme elle porte. Et après, il y a le pagne. En français, on dit le pagne, mais nous, on appelle ça le liramé. Ce qu'on porte à partir du ventre jusqu'aux jambes. Ça s'appelle le bissoro. C'est ce que mettent les femmes qui sont mariées, en fait. Il y a aussi ça qui fait la distinction entre une jeune femme qui n'est pas mariée et une femme qui est mariée. Et quand on est une jeune fille et qu'on n'est pas mariée, en fait, on ne porte pas le bissoro et on ne porte pas le pagne en haut de l'épaule. Autour de ce vax, il y a un conte. Ce conte, il se transmet de génération en génération. Un jour, dans le marché, mon arrière-grand-père, il a vu un fil qui était tout blanc. Le fil, il brillait tellement, il l'a tiré. Awa, awa. Cette histoire raconte qu'il trouve sur un marché un fil magique capable de donner autant de vax qu'on veut, un chat magique qui crache des pièces d'or et un génie qui lui permet de devenir prospère et le bienfaiteur de son village. Ce vêtement, il a une valeur très sentimentale. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a donné à ma grand-mère. Ma grand-mère l'a donné à ma mère et ma maman me l'a remis. Et moi, à mon tour, normalement, je dois la remettre à ma fille. Pour moi, c'est l'objet qui raconte un peu mon histoire, un peu l'histoire de ma famille. Ce vêtement est une robe de cour mandchoue, probablement prise lors de la prise du palais d'été de l'impératrice Cixi. Il a dû être acheté par mon arrière-grand-père, qui était chef de rayon des tapis au bon marché.
Il s'agit d'une robe de femme à cause de la fermeture sur le côté. C'est une robe de la famille impériale. Quand on dit famille impériale, ça peut être épouse ou concubine. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le dragon a 5 ongles. Seule la famille impériale avait droit d'avoir des dragons à 5 ongles. Ces robes sont quasiment des habits militaires. C'est tout un programme qui permettait aux courtisans de savoir à qui on avait affaire. L'empereur avait obligatoirement une robe jaune. Et le jaune n'était réservé qu'à l'empereur. Les princes de sang, futurs héritiers, étaient en orange, les femmes en bleu. Donc c'est probablement une concubine qui avait ce genre de vêtement, qui est quand même un vêtement de cérémonie. Les Mandchous sont très proches de la philosophie Tao. Dans la philosophie taoïste, il faut accepter les événements comme ils viennent. La nature est extrêmement importante. Toute la partie basse représente l'eau. Ensuite, on a là des rochers. Ici, les tablettes funéraires. Et ici, tout le décor est fait en style nuage. Donc, c'est la notion de l'air. L'iconographie se complique un tout petit peu avec la svastika, qui est héritée du Tibet, qui, contrairement à l'insigne hitlérien, tourne pas dans le même sens, et qui est un signe de porte-bonheur. Dans les signes de porte-bonheur, il y a une frise de chauve-souris, porte-bonheur. Il y a des pivoines, symbole de fécondité. Remarquez le bouton qui est en bronze, ciselé et redoré. Ce vêtement n'a aucun intérêt pour moi sur un plan affectif. Il m'intéresse, d'abord parce que je dois le transmettre à d'autres générations. Ensuite, il m'amuse parce que je vois les gens qui se customisent avec des tatouages invraisemblables. Ça, c'est la customisation ancienne. Ce sont des vêtements du paraître. Les générations se succèdent et se ressemblent terriblement. On fait tout ce qu'on peut pour se dissimuler. Pour prouver qu'on est riche ou qu'on a réussi, on essaye d'en foutre plein la vue aux petits copains qui nous entourent. Alors, voilà un autre vêtement. Celui-là est français. Il appartenait à un de mes ancêtres à la 5e génération. Cet homme vivait autour de 1750. Il a connu la Révolution. Ce monsieur s'appelait Jean Sauveur de Villeneuve-Flamarens et vivait dans la région de Lavore, c'est dans le Tarn, aux confins du Lauragais. Donc c'est un gilet de cour, brodé sur soie. Encore un habit du paraître riche, en mettre plein la vue, devant, derrière, on ne vous regarde pas. Alors, le décor est un décor tout à fait dans l'esprit Louis XV, Louis XVI, fait d'un semis de fleurs et de feuillage, comme pour le bourgeois gentilhomme, les fleurs en haut et les fleurs en bas. Les boutons sont aussi brodés. Voilà. Là encore, c'est des femmes qui se sont crevées les yeux pour habiller ces messieurs. Ce vêtement a eu une valeur affective. Pour moi, quand j'étais gosse, j'entrais dans la pièce interdite aux enfants. Je fouillais dans les tiroirs des commodes où se trouvait ce genre de vêtements et j'ai rêvé être le descendant de Louis XV. Depuis, j'ai viré ma cutie. Je suis vraiment plus d'accord avec eux.
Et sur la photo, nous sommes dans le parc Saint-James. Je l'ai portée tout de suite. Je me souviens, je ne pense pas que je l'ai mise tous les jours, mais j'étais souvent avec. Je crois que c'était la première fois que je m'achetais ce genre de robe. Et j'ai eu un coup de foudre, voilà, pour cette robe. Elle était dans une petite rue à Londres. Il y avait plein d'autres robes, mais c'est celle-ci que j'ai remarquée tout de suite. Alors c'était en 1979. J'avais 38 ans à l'époque, j'en ai 75 bientôt. On fêtait les 10 ans de ma fille et donc nous nous sommes retrouvés pendant une semaine à Londres. Et je trouve que c'est la robe la plus jolie que j'ai eue à ce moment-là et encore maintenant, même si je ne l'aimais plus. Je sais qu'elle est importante, mais je ne peux pas tellement dire pourquoi. Ça a dû me rappeler mes années quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'ai fait ce rapport peut-être avec ces robes qu'on voyait beaucoup à la télévision. Toute la période de Peace and Love, avec ces jolies filles qui étaient habillées de robes fleuries, des fleurs dans les cheveux, tout ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai jamais vu de robe comme cela à Besançon, à cette époque-là. J'ai réalisé ce rêve à l'âge de 38 ans. Je pense que, vous voyez, vous me faites découvrir des choses. J'ai été aussi très très heureuse de faire ce voyage, je crois. On était très heureux, je pense que c'est ça. Le fait d'être partis tous les quatre, je la considère comme une robe magique. Voilà. Et en plus de ça, c'est quand même un amour qui dure depuis longtemps. C'est pas anodin quand même. Et avec ce genre de robe, je pouvais danser, je pouvais valser, je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. Et je ne m'en suis pas privée. Ce vêtement est une robe indienne qui a été achetée à un marché indien à Montreuil il y a de ça 16 ans. Elle est en soie sauvage et on retrouve surtout ici les motifs chers aux Indiens. Je cherchais un vêtement pour un réveillon, le fameux réveillon de l'an 2000. J'ai été invitée chez des amis près de chez moi à passer un réveillon à thème soirée indienne. Mais moi, j'ai mis cette robe. Ça a été un très très beau souvenir. Ah oui. Peut-être que quelque part, il y a un petit fil conducteur qui remonte à mon enfance, à la période des flower people qui partaient en Inde ou partaient faire le tour du monde ou en pèlerinage. J'étais jeune, mais je m'intéressais quand même à ces mouvements de migration et de voyage. Je cherchais mes origines quelque part indiennes dans mon sang. Ma famille, enfin du moins mon père, c'est mon père qui était coloré, ne m'a pas donné une éducation en rapport avec mes racines. Et ce n'est que tard dans ma vie que j'ai été à la recherche de mes racines. Aujourd'hui, je suis assez sereine, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un moment, entre 40 et 50 ans, où j'étais éperdument à la recherche de racines. C'était quelque part un accomplissement d'acquérir cette robe. Je me suis projetée dans ce vêtement et je l'ai gardé. Je l'ai très peu porté, mais je l'ai quand même gardé. En l'an 2000 jusqu'à maintenant, ça fait 17 ans que je l'ai. Et je vais enfin faire un voyage en Inde au printemps prochain. J'ai voulu la garder comme un talisman quelque part, un petit peu peut-être. Je porte donc un lambawan. Sur cette lambawan, il y a des écritures qui disent donc que la mère est tout seule, surtout quand elle est enceinte. Le lambawan, on peut le porter au-dessus de vêtements. Il faut l'attacher soit sous les aisselles, soit à la hauteur de la taille. Pour moi, j'ai l'habitude de le porter sous mes aisselles et puis l'attacher comme un paréo. Ça, c'est un petit chapeau donc, du côté du sud et il le fait avec de raffia.
On appelle ça des chachkaburi. Pour les cheveux, donc, on fait de tresses. Et puis après, on l'attache en forme de chignon, mais chignon bas sur la nuque. Et c'est le typiquement des femmes malgaches. Ce vêtement, c'est un lambe qui est en soie naturelle de Madagascar. Quand c'est sur le polgos, c'est comme un accessoire. Mais si je le porte sur le côté droit, c'est que je suis en deuil. Cette lambe que je porte, c'est spécialement fait pour les fêtes, mais c'est un essentiel de vêtements traditionnels malgaches. Ces vêtements que je vous présente aujourd'hui sont importants pour moi parce que je les portais lors du transfert des corps de mes parents. Comme mon père était merne et ma mère est côtière du côté de Mananzari, mon père n'aurait dû jamais épouser ma mère parce qu'il y a une dualité entre le merne et les côtières. Mais ils ont quand même bravé les interdits et ils se sont mariés. De leur vivant, nos parents nous ont demandé de leur construire un autre tombeau quand nous aurons le moyen, moi, mon frère et mes sœurs, pour que nous puissions être ensemble le jour où nous aussi nous partons. En 2010, donc, on a fait la cérémonie avec la famille de mon père à Tananarive. Et puis, en 2011, on a refait une autre cérémonie pour honorer la famille de ma mère à Mananzari. Selon chaque région, les vêtements ne sont pas les mêmes, les coutumes ne sont pas les mêmes. Donc, du côté de ma mère, j'ai porté le lambawan avec le petit chapeau. Et du côté de mon père, j'ai porté le lamb pour honorer aussi leur tradition. Quand je porte ces vêtements, je dois respecter des règles. Par exemple, je ne dois pas manger de porc et je dois les déposer à un endroit où ce sera plus sacré pour moi. Quand on fait les règles chez nous, il y a toujours quelque chose qui arrive. Par exemple, on ne peut pas avoir ce qu'on désire. Alors, comme chacun de nous a envie d'avoir une vie meilleure, des souhaits, donc pourquoi je vais faire le contraire? Je ne suis pas tellement téméraire. Je préfère ne pas le faire. Voilà, ça me rattache à mes pays d'origine. Et puis, mes parents, ils étaient toujours là, ils étaient toujours présents. Donc, pour moi, c'est sacré de pouvoir penser à eux et de dire qu'ils sont toujours là pour moi. C'est comme un cadeau. Et voilà. Ça, c'est un djellaba. J'ai ramené de là-bas, de l'Algérie. Même ici, il y en a, mais moi, j'ai acheté là-bas, à l'Algérie. J'ai ramené ici. Ici, c'est cher. Et là-bas, c'est moins cher. Voilà. في البلاد نخرجوا بجلابة. بجلابة. ما كانش جلابة ما تخرج. بالعربية وين. احنا هكا اللبسة تاعنا هكا. لازم نخرجوا بالجلابة. ندخلوا نحيوها. نعمل لا robe de la maison. Les musulmans, c'est comme ça. Je vais aller au marché, je vais aller partout, avec djellaba. Les jeunes, c'est les jeunes, ils habillent comme ici. Mais comme moi, là, j'ai 59 ans, je ne vais pas sortir avec un pantalon. Non. Les parents, à nous, ils habillent comme ça. Nous, on est derrière. On est mis comme les parents. S'il n'y a pas de djellaba, on ne sort pas. هذه نعمل ساعة ولا ساعتين نحيها نخليها. درتها في العيد، درتها في العرس. واش نقول لك؟ كل عرس نروح، البتم نروح، لانيفرتير، واحد يعرضني نروح باش نتعشى ولا نتغدى نلبسها ونروح. أي سيتو. هذه شريتها
جيت لفرنسا وروحت 2 موا، شهرين. كاين عندنا واحد العرس، شريت هذه صافي 26 هذه على الربع. شريتها كي رحت للبلاد، كنت في 27 سنة. نلبسها غير كي نروح العرس، واحد يتزوج ولا واحد يطهر لولده نروح نلبسها. لا ما كانش ما نديرهاش. Je ne peux pas habiller comme ça à la maison. Mais non. Ça c'est pour danser. Ben oui.